Un psychologue connaît peu de questions aussi attirantes que celle du rapport entre santé et philosophie. Et au cas où il tombe lui-même malade, il entre dans sa maladie en y apportant toute sa curiosité de scientifique. On a en effet nécessairement à supposer que l'on soit une personne, la philosophie de sa personne. Mais il y a là une différence considérable. Chez l'un, ce sont les manques qui philosophent. Chez l'autre, les richesses et les forces. Le premier a un besoin impérieux de sa philosophie, que ce soit comme soutien, soulagement, remède, délivrance, élévation, détachement de soi. Chez le second, elle n'est qu'un beau luxe, dans le meilleur cas, la volupté d'une reconnaissance triomphante qui doit finir par s'inscrire en majuscules cosmiques au ciel des concepts. Dans l'autre cas, plus fréquent toutefois, lorsque ce sont les états de détresse qui font de la philosophie, comme chez tous les penseurs malades, et peut-être y a-t-il une majorité de penseurs malades dans l'histoire de la philosophie, qu'adviendra-t-il de la pensée qui se trouve soumise à la pression de la maladie? Voilà la question qui importe pour le psychologue. Et ici, l'expérimentation est possible. Michel Onfray, vous partez du principe que Nietzsche invente une nouvelle philosophie qui intègre le corps. Oui, il est un philosophe qui, le premier, dit ces choses-là clairement, même si tous les autres ont pratiqué dans ce sens. C'est évident que Nietzsche découvre une vérité qui existe déjà bien avant lui. Il pense que la philosophie, c'est d'abord la confession d'un corps, c'est d'abord une autobiographie, qu'on écrit à la première personne, que c'est le moi qui parle, que c'est le moi qui pense d'une certaine manière, et que toute philosophie procède de cette logique-là. Alors bien évidemment, il y a des gens qui ont passé leur temps et leur énergie à cacher ça, à gommer le jeu et le moi, à faire de telle sorte que n'apparaissent que des concepts qui seraient descendus du ciel et qui seraient tombés du ciel. Nietzsche lui dit, c'est pas du tout comme ça que la pensée fonctionne, elle ne procède pas de cette manière-là, elle provient d'un corps, et lui revendique ça nettement. Alors il y a bien évidemment quelques individus derrière une pensée comme celle-ci, lui la formule clairement, mais Montaigne a déjà pratiqué sur ce terrain-là, d'une certaine manière le Saint-Augustin des Confessions. Il y a aussi, on pourrait considérer que les grandes écoles de l'Antiquité, aussi bien Épicure que Sénèque, les épicuriens ou les stoïciens, sont aussi des individus qui philosophent à la première personne et qui mettent en avant un corps douloureux, un corps qui souffre, un corps qui vit, un corps malade, un corps blessé, un corps joyeux, un corps rempli d'énergie. Nietzsche est le premier qui fait une synthèse de tout ça et qui dit voilà, moi j'assume pleinement cette évidence-là. Le corps, c'est ce qui philosophe a priori, et on doit pouvoir le dire très précisément et très clairement. Voilà pourquoi dans l'ensemble de l'œuvre de Nietzsche, on rencontre des considérations à la première personne. Et Nietzsche est quelqu'un qui dit très précisément « je », ça ne le gêne pas, il n'est pas chrétien, donc il ne croit pas comme Pascal que le moi soit haïssable, et il parle de son père, il parle de sa mère, il parle de son enfance, il parle de ses voyages, il parle de ses douleurs, de ses souffrances, de ses maladies, il parle de ses déplacements, il parle des endroits où il se trouve, enfin il parle à la première personne, et à partir de cette confidence ou de cette autobiographie, il induit une vision du monde, un système qu'il propose à la lecture de qui voudra. Comment le corps du lecteur reçoit-il le corps du philosophe ? Alors c'est vrai que la question du corps comme producteur d'une pensée suppose aussi la question du corps comme récepteur de cette pensée. C'est une idée extrêmement importante, parce que, soit dit en passant et entre parenthèses, elle rend possible Marcel Duchamp en esthétique, et elle rend donc possible toute l'esthétique du XXe siècle. Enfin, c'est quand même une idée essentielle, cette idée nietzschéenne. C'est la question de la perspective. J'écris une chose, mais il y a en face de moi quelqu'un qui va lire cette chose, et comment ce quelqu'un va-t-il lire mon propos? Comment est-ce que je suis reçu, puisque j'envoie un message que j'écris, que j'y crois, que je le publie, et même si Nietzsche a eu des difficultés immenses à se faire publier, à se faire éditer. Il a vendu quelques petits misérables exemplaires de ses livres de son vivant, mais il n'a pas trouvé de lecteur. Enfin, c'était sa grande souffrance, c'était sa grande douleur. Voilà pourquoi il considérait que le corps d'autrui n'était pas prêt, qu'il écrivait non pas pour tout de suite, c'est-à-dire 1871 pour le premier livre, enfin pour la naissance de la tragédie, et 1888 pour les derniers, allons-y pour Ecce Homo. Il sait qu'il écrit dans son siècle, mais qu'il ne sera pas compris dans ce siècle-là. Il considère que le siècle suivant sera son siècle, c'est-à-dire le nôtre, celui qui vient de s'achever, le XXe siècle. Il considère que peut-être après encore, il y aura des chaires pour enseigner sa philosophie, que des gens seront capables à ce moment-là de le lire, de le comprendre. Il pense, lui, que son corps est tellement performant, que c'est une machine tellement performante, et je crois qu'il a complètement raison, qu'il lui sera difficile de son vivant de rencontrer des corps aussi performants pour le saisir, pour le comprendre et pour rentrer dans sa philosophie. Donc il va au devant de malentendus, il le sait. Il considère qu'effectivement
Les gens qui auront entre les mains le Zarathustra, par exemple, ne le comprendront pas, que peut-être 2 ou 3 personnes dans une génération ou dans une époque seraient à même de pouvoir déchiffrer l'énigme du Zarathustra. Il y a eu 2 ou 3 personnes qui, en son temps, lui ont fait signe, Taine en France, Strindberg, dans les pays scandinaves, qui lui ont laissé croire que peut-être des individus seraient capables un jour de le comprendre, mais pas tout de suite. Et ça, c'était sa grande douleur, de ce savoir posthume, c'était son expression. Donc le corps de l'autre, qui soit à même de comprendre le